Bonsoir, merci de nous retrouver sur TV Sud pour le journal. Dans les titres de ce lundi 14 novembre, Claude Guéant, visite express à La Roque. Le ministre de l'Intérieur a effectué un rapide passage dans la commune héroltaise, touchée par les épisodes Cévenol en début de mois. L'inauguration officielle de la nouvelle mairie de Montpellier. Après 4 années de travaux, l'imposante bâtisse qui surplombe les rives du Lez est désormais ouverte au public. La communauté de communes Pays de Lunel veut devenir une agglomération en 2014. Les détails dans cette édition. Et puis, on reviendra sur le week-end sportif avec du rugby et du handball féminin, notamment le MHR et le HBCN, tous deux engagés en compétition européenne. Claude Guéant était à La Roque cet après-midi. Le ministre de l'Intérieur a visité la commune au pas de charge pour constater par lui-même les dégâts causés par les inondations qui ont touché l'Hérault et le Gard au début novembre. À cette occasion, il a notamment confirmé qu'un arrêté de catastrophe naturelle serait pris vendredi par le gouvernement. Le compte-rendu de cette visite par Jean Brun. 8 jours après les inondations, l'Hérault est redevenu un long fleuve tranquille. Le parvis de la mairie de La Roque, en revanche, s'il n'est plus envahi par les eaux, l'était cet après-midi par les corps de police et de pompiers impliqués dans les opérations de secours et rassemblés pour recevoir les félicitations du ministre de l'Intérieur. Je vous présente une partie du dispositif qui est intervenu avec le chef de groupement, notre médecin-chef. Une visite aussi très politique, très entourée en présence de Raymond Couder, maire de Béziers, de Robert Lecou, député, ou encore de Marie-Thérèse Bruguière, sénatrice. Car la seule annonce faite lors de ce voyage éclair était déjà connu. Ce que je peux dire, c'est que dès cette semaine, vendredi très exactement, après une réunion de la Commission nationale des catastrophes naturelles qui se réunira jeudi, eh bien l'arrêté sera pris qui permettra le déclenchement des mécanismes d'assurance. Une déclaration qui permettra aux assureurs de se prononcer sur les dommages. Et les délais sont extrêmement rapides et certains particuliers peuvent être indemnisés dans la semaine, dans les 10 jours, il n'y a pas de problème. Pour les PME, ça peut être un peu plus complexe forcément, puisqu'il y a ça dépend des montants et des circonstances, il peut y avoir besoin d'une expertise. Je disais que les assureurs ont pris leur disposition pour que ces expertises soient faites le plus rapidement possible. Mais au-delà de l'effet d'annonce, le maire de La Roque est encore sous le choc de cette visite d'un ministre d'État. C'est un grand honneur pour la commune. Le dernier honneur qu'on a eu d'un grand homme politique, c'était le général de Gaulle il y a une cinquantaine d'années. Mais pour nous aussi, c'est de voir l'intérêt qui a été porté sur la plus petite commune. On a 1400 habitants et on a aujourd'hui le ministre de l'Intérieur qui passe. Après avoir constaté les historiques de crues, le ministre est reparti 20 minutes plus tard en hélicoptère. Beaucoup de dépenses donc pour une bien courte visite, mais au grand sens politique. Et demain, c'est la ministre de l'écologie, Nathalie Kosciusko-Morizet, qui elle sera à Nîmes sur ce même thème de la prévention des inondations. À Sussargues, dans l'Hérault, le cimetière a été vandalisé ce week-end. Tombes dégradées, inscriptions au feutre, croix renversées et mises à l'envers. Au total, une vingtaine de sépultures ont été endommagées dans la nuit de samedi à dimanche. Le maire de la commune a porté plainte. Les gendarmes de Castries sont en charge de l'enquête. L'ouverture aux administrés de la nouvelle mairie de Montpellier, c'était ce matin à 8h30. Les premiers à avoir fait le déplacement étaient accueillis par toute l'équipe municipale. Parmi eux, Alexandre, venu déclarer la naissance de son fils Ange et baptisant par la même occasion le service de l'état civil. L'inauguration officielle du nouvel hôtel de ville, c'était samedi matin. Une cérémonie sur le parvis Georges Frêche en présence des élus de la ville, de l'agglomération et du département, suivi d'un premier tour du propriétaire. Retour sur cette matinée. C'est un drôle d'oiseau qui s'est aventuré sur la cime du nouvel hôtel de ville ce week-end. À 40 mètres de hauteur, mi-acrobate, mi-danseur, il entame une lente descente le long des persiennes bleues qui habillent la façade de l'imposante bâtisse. Une performance artistique pour inaugurer une nouvelle mairie. Quoi de plus logique finalement quand on sait que ce bâtiment a été pensé comme une œuvre d'art. Un bâtiment qui n'est pas celui qu'on peut trouver habituellement et qui est totalement dédié à Montpellier, à sa fonction d'hôtel de ville, mais aussi à une interprétation de l'architecture méditerranéenne. Parce que tout le thème, en fait, c'est le thème du contrôle de la lumière, tout ça lié par le jeu des ombres et des couleurs, puisque le bleu, c'est la couleur symbole de Montpellier, et c'est une symphonie de bleu, en fait. C'est pas du tout un bleu, c'est un bleu dynamique et réactif par rapport aux rayons de soleil, par rapport au contre-jour, par rapport à... Donc ici, on laisse clairement
un témoignage de l'architecture du début du XXIe siècle. Par ici, s'il vous plaît, le maire, tout droit, madame le maire, tout droit, voilà, tout droit. Un hôtel de ville tourné vers la Méditerranée, situé au sud de Montpellier. La volonté de Georges Frêche, inaugurée samedi matin par Hélène Mandroux, avec une pointe d'émotion. L'émotion évidemment est présente parce que c'est quand même un temps fort qui doit arriver, qui arrive exceptionnellement dans une vie, comme je le disais tout à l'heure. Et donc ouvrir un bâtiment, c'est-à-dire ouvrir la mairie du XXIe siècle, c'est la maison de tous les Montpelliérains pour les 100 ans à venir. Et donc tout ceci nous lie à l'histoire, au passé, et nous projetons bien évidemment vers l'avenir. Ce bâtiment, c'est aussi l'avenir de la ville. Des considérations historiques et artistiques qui sont sans doute passées au second plan ce matin, quand près de 1000 agents municipaux se sont mis au travail dans ces quelques 12 000 mètres carrés de bureaux. Frédéric Lefebvre était en Languedoc-Roussillon. Aujourd'hui, le secrétaire d'État chargé du tourisme a clos les premières assises du tourisme du Gard qui se tenaient toute la journée à l'hôtel Atria à Nîmes. Dans son discours de clôture, il a notamment annoncé la création par le gouvernement d'un guichet unique du tourisme destiné à faciliter toutes les démarches aux professionnels. On l'écoute au micro de Franck Chassagnon. Les acteurs du tourisme sont extrêmement nombreux. Ils représentent beaucoup de poids économique. Dans cette région, c'est 15% du PIB régional. Et en même temps, ils sont, comme beaucoup d'acteurs économiques, confrontés à la complexité administrative. Et donc, créer un guichet unique pour toutes les démarches administratives pour les acteurs du tourisme, c'était leur demande. Il y a eu un engagement qui est une expérimentation dans la région. Cette expérimentation, elle va démarrer dès le 1er janvier 2012 avec un interlocuteur unique qui seront les directs et qui vont gérer ce guichet unique. Pour les acteurs économiques du tourisme, au lieu d'être obligé de frapper à telle et telle porte pour telle ou telle démarche administrative, il y aura un guichet unique et qu'ils auront un interlocuteur qui pourra leur répondre à leurs demandes. Un guichet unique qui sera donc testé en Languedoc-Roussillon dès le 1er janvier 2012. Au Conseil général de l'Hérault débutait ce matin le débat d'orientation budgétaire pour 2012. À cette occasion, le département a renouvelé sa convention de partenariat avec Hérault Habitat. Objectif pour les 2 prochaines années, livrer au moins 320 logements sociaux de plus par an, neufs ou anciens. Un dossier appuyé par 2 présidents d'agglomération de Poix, Pierre Bouloir et Jean-Pierre Moore. Le logement social, c'est le cheval de bataille d'André Viziner qui avait plaidé pour un plan Marshall pour le logement social. On l'écoute au micro d'Olivier Roiran. Nous sommes dans la tranche des 70% d'Héraultais qui sont éligibles au logement social, tellement leurs revenus sont faibles ou modestes. Donc il y a des conventions financières bien sûr, mais cette convention c'est surtout une volonté d'agir ensemble. Et finalement, quel est le but à atteindre ? Multiplier par 2 la production du logement par Hérault Habitat. Multiplier par 2, vous vous rendez compte pour une entreprise ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y faut de l'argent et il y faut la volonté des femmes et des hommes. Un budget en hausse donc, plus 2,5 millions d'euros pour 2012, ce qui porte la somme totale à 17,3 millions d'euros pour Hérault Habitat. La communauté de communes Pays de Lunel compte 47 000 habitants, 50 000 d'ici 2014 selon les projections de la collectivité. Du coup, les élus souhaitent passer à l'étape supérieure et devenir une agglomération. Et depuis un mois, les réunions publiques se succèdent pour informer les habitants. Les explications avec Franck Chassagnon. La communauté du Pays de Lunel prépare l'avenir, objectif passé dès 2014 en communauté d'agglomération. Depuis 2 ans, après plusieurs réunions de travail, les élus des 13 communes concernées ont décidé d'enclencher la vitesse supérieure et de prendre les devants. L'idée, effectivement, c'était de se préparer, puisque nous sommes la première communauté de communes du département, donc nous sommes la plus grosse, nous sommes en limite du passage à l'agglo. Ce passage est indéniable, obligatoirement, puisqu'à 50 000 habitants, nous aurons le statut d'agglomération. Et pour informer la population du Pays de Lunel, le président a décidé de prendre son bâton de pèlerin. Depuis un mois, les élus sillonnent les villages pour débattre avec les habitants. Dans la salle polyvalente de Saturargues, seulement 20 personnes ont fait le déplacement. Des habitants qui ne refusent pas le passage en agglo, mais qui ne cachent pas leur inquiétude. Je pense que de devenir gros, je ne sais pas si on ne perd pas quelque chose quelque part. Ça amène certains avantages, mais il faudra arriver à trouver le juste milieu. Et je pense que si on peut être, nous, le juste milieu dans cette évolution qu'il y a à l'heure actuelle, je pense que ça serait bien, quoi.
Suivant l'agglo, oui, ça peut être bien, parce que bon, on en a une grande qui nous menace, là ça ne m'amuserait pas trop, mais si c'est une agglo qui est issue de la communauté, oui, ça peut être important. Ça peut donner des moyens supplémentaires, des moyens nouveaux. Les enjeux sont importants et les choix des élus seront primordiaux. Aujourd'hui, reste à savoir comment fabriquer cette agglo et avec qui. Si le président actuel de la communauté de communes cherche à se développer au nord et dans le Gard, le maire de Lunel, fort de ses 26 000 habitants, est plutôt attiré par le littoral. Pour nous, Lunélois, l'évidence, c'est que on devrait faire une seule grande agglo, un seul grand territoire, avec l'étang de l'Or, avec les communes de Moguiot, de Lansargues, de la Grande-Motte, etc. Pour nous, c'est la logique. Notre logique est littorale. Et pour faire aussi le contrepoids à la grande agglo de Montpellier, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faudrait pas coopérer avec l'agglo de Montpellier. Je crois que nous sommes en capacité d'exister et qu'on pourrait très bien concevoir et faciliter notre action en disant écoutez, on se rattache à une grande agglo et ce sera plus facile pour nous, on n'aura pas besoin de monter un projet des territoires, il sera monté globalement et on confie à d'autres, je dirais, les rênes de notre territoire. Ça, on n'en veut pas parce qu'on considère qu'on a la taille et les moyens d'y parvenir et d'y arriver tout seul. Une agglo pour plus de subventions, pour mieux négocier avec l'État et les autres collectivités. Une agglo qui devra tenter de garder son identité entre les grandes villes de Nîmes et Montpellier qui entourent le pays de Lunel. Un équilibre qui sera forcément difficile à trouver. Hervé Morin est à la fac de droit de Montpellier ce soir. Le patron du nouveau centre et ancien ministre de la Défense de Nicolas Sarkozy rencontre des étudiants montpelliérains. Une façon de faire pré-campagne pour 2012 avant sa candidature officielle à l'élection présidentielle annoncée pour le 27 novembre. On écoute Hervé Morin au micro d'Olivier Roiran. Je porte une candidature avec l'idée que dans un monde nouveau, il faut des idées nouvelles. Et que je suis le seul homme neuf de cette campagne présidentielle. Dans ce climat de sinistrose, d'inquiétude et de peur, nous avons tous les atouts pour réussir. Certes, il y a d'immenses défis, d'immenses difficultés, mais en même temps, il y a une France qui innove, il y a une France qui entreprend, il y a une France qui crée, il y a une France qui transforme, il y a une France qui est capable de porter la modernisation du pays. Et je veux m'adresser aussi aux classes moyennes, à tous ceux qui vont bosser tous les jours. La justice sociale ne s'adresse pas simplement aux allocataires et aux démunis. Elle s'adresse à cette classe moyenne française qui vit un profond sentiment de déclassement aujourd'hui et qui a envie aussi qu'on s'intéresse à elle. Les salariés de la clinique du Mas de Rocher à Montpellier sont en grève depuis ce matin. Ils refusent que la direction touche à leurs acquis sociaux, notamment leurs jours de congé. En tout, ce sont 1400 salariés travaillant dans une dizaine d'établissements de la région gérés par le groupe médical UGCAM qui sont concernés. Cet après-midi, après négociation avec la direction, la grève a été reconduite jusqu'à demain après-midi. On écoute le délégué du personnel du Mas de Rocher au micro de Jean Brun. Il y a des gens qui se sont battus pour qu'on obtienne cette convention collective. Ça fait 50 ans que cette convention collective fonctionne bien. Et du jour au lendemain, sous prétexte qu'il faut pérenniser les établissements de l'assurance maladie, on supprime tout. Non, je suis désolé, on fait un tour de table. Déjà, on converse avec les élus avant d'imposer sa politique, quoi. La prise en charge des patients est bien entendu assurée, mais les services fonctionnent au ralenti. Et attention, si vous devez prendre l'avion à l'aéroport de Montpellier demain, la Fédération départementale des taxis organise une manifestation qui partira de Fréjorgues. L'accès à l'aéroport pourrait donc être très perturbé aux alentours de 7 h du matin. Un mot de sport à présent avec le retour sur le week-end sportif et notamment les rugbymen montpelliérains qui ont frôlé l'exploit samedi contre le Leinster. Le MHR qui joue sa toute première H-Cup a fait jeu égal avec le champion d'Europe, 16 partout, Olivier Brachard. C'était une première et le MHR s'en est très bien sorti. Premier match de H-Cup face aux champions d'Europe en titre, s'il vous plaît. Les Irlandais du Leinster arrachent le match nul dans les arrêts de jeu. Score final 16 partout. Les retours de Matadigo, Trinduc et surtout Fulgence Ouedraogo ont été déterminants. C'est d'ailleurs le troisième ligne international français qui a inscrit le seul essai de Montpellier à la 23e minute. Rugby encore, après la Coupe d'Europe, la Fédérale 1 et la détermination des Nîmois ce week-end. Le RCNG s'est imposé de belle manière, 38-3 face à Marseille. Les Phocéens avaient pourtant ouvert le score, mais les hommes de Benjamin Bagat ont ensuite déroulé en inscrivant 6 essais à rien. Le RCNG remonte à la 7e place du classement.
En basket, on n'arrête plus les Latoises. Les joueuses de Valérie Demoury enregistrent une 8e victoire en 8 matchs de championnat. 91-75 face à Villeneuve d'Ascq avec une super Gaëlle Scrella, auteur de 22 points. Et on termine cette Minute Sport par une qualification historique, celle du HBCN. Les handballeuses nîmoises ont remporté 29-26 leur 16e de finale retour de la Coupe EHF. Elles s'étaient imposées de 4 longueurs au match aller face à ces mêmes Autrichiennes de Karten. C'est la première fois que les Nîmoises sont en 8e de finale de cette prestigieuse Coupe d'Europe. Et handballeuses nîmoises devront attendre un peu pour savoir qui elles affronteront en 8e de finale de cette Coupe EHF. Le tirage au sort a lieu demain à Vienne. Et pour terminer ce journal, je vous propose maintenant ces images de la zone artistique temporaire de Montpellier. Après Antigone et le Parc Mérique, cette 3e ZAT s'est tenue à Port-Marianne sur les berges du bassin Jacques-Cœur. À partir du vendredi 11 novembre jusqu'à hier soir, performances, concerts et impros se sont succédés sur le thème du Loch Lez, une manifestation culturelle gratuite qui s'est terminée avec ce spectacle pyrotechnique de la compagnie Flamme. Prochaine zone artistique temporaire à Montpellier, ça sera au mois d'avril. C'est la fin de cette édition. Vous pouvez retrouver ce journal sur notre site internet tvsud.fr. Prochain rendez-vous avec l'actu demain, 12h30. D'ici là, passez une très belle soirée sur TV Sud.